Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'économie et le monde des affaires en République du Congo. Notre guide, la dernière newsletter, celle de septembre 2025, d'Unicongo. C'est l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, un acteur incontournable pour les entreprises du pays. On a sous la main un paquet de notes, d'analyses, issues de cette newsletter. Un édito sur le talent congolais, des actus assez brûlantes sur les impôts, la finance, comment le Congo s'intègre dans la région, CEMAC, ZLECAf, des zooms aussi sur des secteurs précis, télécom, agriculture, mais aussi le casse-tête des PME, l'emploi des étrangers et même, tenez-vous bien, l'impact économique des dispensaires de quartier. Voilà, un menu très très riche. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essentiel, comprendre ce qui fait vraiment bouger l'économie congolaise, les défis, ce qui marche, les réformes annoncées. Alors, prête à décrypter tout ça? Allons-y, hein. On commence avec un sujet qui revient souvent, le contenu local. Le fameux local content. Le ministère des Hydrocarbures prépare une rencontre là-dessus. Mais attention, hein, il ne s'agit pas juste de donner des petits contrats à des boîtes locales. Non, le vrai sujet, celui qui est mis en avant ici, c'est la place des Congolais, au poste de direction, surtout dans les hydrocarbures. Un secteur où, les expatriés sont encore très présents dans les états-majors des multinationales. C'est un point absolument crucial, parce que ça touche directement à la souveraineté économique, on peut dire, et puis à la capacité du pays à développer ses propres managers sur le long terme. Le constat, il est partagé. Il faut absolument renforcer ce vivier de cadres congolais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles, doivent investir sérieusement dans la formation et prévoir comment les talents locaux vont pouvoir monter en grade, avec des plans de succession clairs, structurés. Et il y a une piste intéressante qui est souvent mentionnée, faire revenir la diaspora congolaise qualifiée. Exactement. L'éditorial signé Michel Djumbo, le président d'Unicongo, il insiste là-dessus, sur l'importance d'attirer ces repatres, ces Congolais de l'étranger qui reviennent. La question c'est comment? L'idée avancée, c'est de leur proposer des contrats, disons, plus attractifs, pas forcément les mêmes que ceux des expatriés classiques, mais des contrats qui reconnaissent leur valeur ajoutée, bien au-delà des standards locaux habituels. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer un mélange, un brassage stimulant entre ces talents revenus et ceux qui ont fait toute leur carrière au pays. Ce qui est particulièrement intéressant dedans, c'est l'appel à l'action proactive des entreprises. L'édito leur dit en substance, n'attendez pas une loi plus contraignante sur le contenu local, agissez maintenant. Et apparemment, certaines entreprises ont déjà commencé, soit en chassant activement ces profils de la diaspora, soit en développant des programmes internes pour faire monter leurs cadres locaux. Le message est clair, avoir des Congolais au plus haut poste, y compris directeur général, c'est plus juste une option sympa, quoi. C'est une nécessité pour avoir un management qui comprend le terrain tout en étant connecté au monde. Très clair. Passons aux finances maintenant. Il y a eu une réunion importante entre le ministre des Finances, M. Christian Yoka, et Unicongo, pour discuter de la future loi de finances 2026. Le ministre affiche une vision qualifiée d'ambitieuse. Son idée, c'est d'élargir le nombre de contribuables, Mhm. plutôt que d'augmenter les impôts de ceux qui payent déjà. Il vise une augmentation de 4% des recettes fiscales, mais en parallèle, il promet d'améliorer le climat des affaires. Il annonce des réformes sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la TSS, la taxe sur le salaire, et même une baisse de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Oui, c'est un discours qui tranche un peu avec les craintes habituelles du patronat, qui a souvent l'impression d'être la cible privilégiée quand l'État cherche de l'argent. Au-delà de ces annonces, il y a deux chantiers de fond qui sont relancés, et ça, c'est capital. Premièrement, la refonte du Code général des impôts, qui est devenu un vrai maquis illisible, faut le dire. Deuxièmement, la rédaction, enfin, d'un manuel de procédure fiscale. L'idée est simple, que les règles soient claires et appliquées de la même manière pour tous. Unicongo semble d'ailleurs apprécier ce dialogue, jugé plus direct, plus constructif, avec le ministère. D'accord. Et dans la même logique de clarification et de dialogue, Brazzaville a accueilli un grand colloque international sur la fiscalité. Le huitième, le thème central comment le droit fiscal peut aider à mobiliser plus de recettes, mais de manière durable. Des sujets très concrets ont été abordés. La digitalisation, on parle notamment de la facture électronique certifiée, c'est en projet, pas encore généralisé. Non, pas encore. Ou encore le contrôle fiscal.
avec le besoin de bien distinguer les différentes procédures pour éviter l'arbitraire. Mais surtout, un gros accent a été mis sur la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. Oui, cette notion de confiance et les revenus en boucle, comment la construire, par exemple en publiant systématiquement les circulaires qui interprètent la loi pour que tout le monde ait la même info, ou encore en instaurant clairement un droit à l'erreur. Si une entreprise se trompe de bonne foi dans sa déclaration, elle doit pouvoir régulariser sans être tout de suite sanctionnée lourdement. Le colloque a aussi beaucoup parlé des industries extractives, pétrole, mines. Il y a un besoin criant d'un cadre fiscal stable, prévisible pour attirer les investissements. Et la question de l'utilisation de cet argent a été posée. Comment s'assurer qu'il sert vraiment à diversifier l'économie, à protéger l'environnement, améliorer le social, financer la transition énergétique? L'appel général, c'est de ne pas en rester au beau discours, mais de passer aux actes. Et pour illustrer ce fameux dialogue public-privé, on cite souvent le CNF. C'est quoi exactement? Effectivement, le CNEF, le Comité national économique et financier, il est présenté comme un bon exemple de concertation. C'est une instance où se retrouvent le ministère des Finances, la BAC, notre Banque centrale régionale, la COBAC, le gendarme des banques, le patronat, comme Unicongo, les banques elles-mêmes. L'objectif, c'est de coordonner les politiques économiques et financières. Unicongo le voit comme un modèle à suivre pour d'autres sujets. Très bien. Maintenant, regardons au-delà des frontières du Congo, vers l'intégration régionale. Et là, il y a eu un événement marquant, l'activation de l'agrément bancaire unique de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il aura fallu attendre 25 ans. Ah oui, 25 ans après sa création sur le papier. C'est long. Concrètement, ça veut dire quoi, hein? Une banque qui a son agrément dans un pays de la CEMAC peut maintenant ouvrir des succursales dans les autres pays membres sans refaire toute la lourde procédure locale. C'est une petite révolution, non? Pour simplifier la vie des banques, réduire leurs coûts. Absolument. Et les premières banques à en profiter au Congo, c'est Afriland First Bank, qui signe d'ailleurs son retour après s'être retiré par le passé, et Wafakash Central Africa. Et dans l'autre sens, Bank of Africa Congo a pu ouvrir une succursale au Gabon grâce à ce mécanisme. L'objectif affiché par la COBAC, le régulateur régional, est très clair. Rendre les banques plus solides, leur permettre d'atteindre une taille critique, stimuler la concurrence entre elles, ce qui est potentiellement bon pour les clients, évidemment, et surtout, accélérer l'intégration financière de la zone. Tout ça, ça s'inscrit dans un programme plus large, le PREF-CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, qui vise à moderniser l'économie de la région. Et justement, le comité de pilotage de ce PREF-CEMAC, le COPIL, il a tenu sa 22e session à Brazzaville. Ce qui est intéressant, c'est qu'Unicongo y était pour représenter le secteur privé de toute la région via l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des grandes réformes. On parle du marché commun, qui peine encore à devenir une réalité vraiment fluide pour les biens, les personnes. On parle de l'amélioration des statistiques économiques régionales, difficile de piloter sans chiffres fiables, hein. Le développement du capital humain, c'est aussi une priorité. Et un gros morceau, c'est l'unification du marché financier régional, avec notamment la création très attendue d'un dépositaire central unique pour les titres. Ça simplifierait les transactions boursières dans la zone. Donc beaucoup de chantiers, avec des progrès, mais aussi des lenteurs, faut être honnête. Restons à l'échelle régionale et même continentale avec un autre grand projet, la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. L'idée, c'est ce grand marché unique en Afrique. Mais pour que ça marche, il y a un obstacle technique majeur, les règles d'origine, les RDO. Un atelier de formation avancée a eu lieu à Brazzaville là-dessus. Pourquoi c'est si important, ces règles? Parce que ces règles, c'est la clé. C'est ce qui détermine si un produit peut circuler sans droit de douane entre les pays africains membres de la ZLECAF. Si vos marchandises ne respectent pas ces règles, elles paieront les taxes comme avant. Et l'avantage de la ZLECAF disparaît. Ah oui, d'accord. L'atelier a donc décortiqué les critères. Par exemple, il y a les marchandises entièrement obtenues dans un pays, des produits agricoles cultivés et récoltés localement, par exemple. Plus complexe, il y a celles qui ont subi une transformation substantielle. En gros, il faut prouver qu'on a suffisamment transformé des matières premières ou des composants importés pour que le produit final soit considéré comme originaire du Congo. Ça a l'air assez technique, en effet. Très technique même. Ou un certain pourcentage de valeur ajoutée locale. Il y a aussi des subtilités. Le cumul d'origine, qui permet de considérer des matières venant d'autres pays de la ZLECAF comme locales, ou des règles de tolérance pour une petite part de matières non originaires. Sans parler des conditions d'expédition directe. Bref,
C'est un vrai défi pour les entreprises qui veulent exporter. Mais aussi pour les douanes, qui doivent contrôler tout ça. Et comme l'application de la ZLE-SKF est annoncée comme imminente au Congo, il y a urgence à maîtriser ces règles. La recommandation principale de l'atelier, c'est de multiplier les formations, la sensibilisation et même de former des formateurs locaux. Bien comprendre et appliquer ces RDO, c'est vraiment stratégique pour que les entreprises congolaises profitent de ce grand marché africain. D'accord. Revenons au climat des affaires intérieures maintenant. Une réforme attendue depuis longtemps est en cours, la refonte du Code des investissements. L'ancien datait de 1992, une éternité en économie. Ah oui, complètement obsolète. Il était devenu totalement décalé par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Il posait des problèmes quand une entreprise voulait étendre ses activités. Et apparemment, il ouvrait même la porte à certains abus. Unicongo réclamait cette modernisation depuis des années. Le gouvernement a donc lancé le chantier. Ils ont consulté Unicongo, même si l'Union aurait préféré être associée plus en amont sur la stratégie. Le nouveau texte serait prêt à passer en Conseil des ministres. C'est un dossier à suivre de très près, ça. Absolument. Si on regarde maintenant la photo de l'économie congolaise, au deuxième trimestre 2025, grâce à la note de conjoncture de la DGE, la Direction générale de l'économie, le paysage est assez contrasté. Dans un contexte mondial plutôt morose, le secteur primaire agriculture, forêt, pêche est en net recul. La pêche chute de 14% et l'exploitation forestière s'effondre de 45%. C'est énorme. Le secteur secondaire, l'industrie, est mitigé. Bonne nouvelle du côté des hydrocarbures, la production de pétrole brut augmente de 5,8%. Et surtout, celle de GNL, gaz naturel liquéfié, explose de 182%. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Ça, c'est un signe très positif pour cette filière. Par contre, le raffinage, le ciment, la transformation du bois sont en baisse. Et le tertiaire, les services, comment ça se passe? C'est partagé aussi, les télécoms et les banques s'en sortent plutôt bien. Mais le commerce, l'hôtellerie-restauration, les transports sont en difficulté. Un indicateur global important, la balance commerciale, elle se dégrade un peu. Non pas à cause des volumes exportés, qui augmentent, notamment grâce au pétrole, mais à cause de la baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Et un point qui remonte du terrain. Une enquête montre que plus d'un tiers des chefs d'entreprise ont une opinion négative de la réglementation des changes. Ils la jugent trop lourde, trop lente. Ça reste un frein, visiblement. En 12 ans, le paysage a complètement changé. On est passé d'un marché avec 4 opérateurs en 2012, MTN, Airtel, Azur, Warid, qui se battaient férocement, à un duopole aujourd'hui dominé par MTN et Airtel. Mais le plus fou, c'est ce paradoxe économique. Les Congolais n'ont jamais autant téléphoné. On parle de près de 7 milliards de minutes en 2024. C'est énorme. C'est colossal, oui. Et pourtant, les revenus globaux du secteur stagnent, voire baissent légèrement. Environ 129 milliards de francs CFA en 2024 contre 134 milliards en 2020. Comment on explique ça? L'explication principale, c'est l'effondrement du prix de la communication voix. Le prix moyen de la minute a chuté de 40% en quelques années. Il est passé sous la barre symbolique des 20 CFA. Les opérateurs se sont livrés une guerre des prix féroce pour gagner des parts de marché. C'est classique. Et en parallèle, bien sûr, il y a l'impact des applications comme WhatsApp, qui permettent de passer des appels gratuitement via Internet et qui cannibalisent les revenus de la voix traditionnelle. On est clairement à la fin d'un cycle économique, celui basé sur la voix à bas prix. D'accord. Mais alors, quel avenir pour ce secteur télécom? Il y a encore du potentiel? Le potentiel reste immense. Le Congo a une population très jeune, de plus en plus connectée, et qui s'urbanise rapidement. On prévoit 8 millions d'habitants d'ici 2030. Le téléphone mobile pourrait et devrait devenir bien plus qu'un simple outil pour téléphoner. Il peut être un levier majeur pour l'inclusion financière, le mobile money par exemple, pour l'éducation à distance, pour l'accès à l'info sur la santé. Mais pour que cette transformation se fasse, il faut une vraie stratégie, concertée. Et les opérateurs, le régulateur, la RPCE, et l'État doivent travailler ensemble pour faire passer le secteur de ce modèle voix bon marché saturé à un véritable moteur du développement numérique du pays. Il y a une opportunité à saisir, clairement. Parlons maintenant d'un autre défi. Un défi structurel majeur, le poids de l'économie informelle. Les chiffres donnent le vertige. Selon le FMI, la Banque mondiale, le secteur informel emploierait près de 70% de la population active et représenterait entre 45 et 55% du PIB congolais. Pourquoi est-il si important, si persistant? Ah oui, les raisons sont multiples, et bien connues en fait. D'abord,
le coût et la complexité pour devenir formel. Même s'il existe un guichet unique pour créer son entreprise, la CPCE, les taxes et surtout les charges sociales restent perçues comme très lourdes pour une petite activité. Ensuite, beaucoup d'acteurs informels ne voient pas clairement les avantages de la formalisation. Les services publics, qu'ils pourraient attendre en retour, meilleures infrastructures, protection sociale, sont souvent jugés insuffisants. Enfin, il y a la recherche de flexibilité. Pouvoir ajuster ses prix vite, changer d'activité facilement, embaucher à la journée sans contrat. C'est une forme de survie, d'adaptation pour beaucoup de gens. Et Eni Congo, qu'est-ce qu'il préconise face à ce phénomène? L'Union patronale suggère notamment des régimes fiscaux plus incitatifs, spécialement conçus pour les très petites entreprises, pour faciliter leur passage vers le formel. Elle met aussi en avant le besoin de solutions financières adaptées, comme le développement de la microfinance. On cite l'exemple de Mucodec, une institution de microfinance bien implantée. Ou encore la microassurance, comme celle proposée par SUNU, pour offrir une protection minimale à ses travailleurs. L'idée, c'est de rendre la formalisation plus accessible et plus attractive. Ce besoin de construire sur des bases solides, ça nous amène logiquement à un autre sujet abordé, l'importance des soins de santé primaires, les SSP. Exactement. Le docteur Sojinu de l'OMS Congo le rappelle avec force. La santé, c'est la base du capital humain. C'est essentiel. On l'a bien vu pendant la crise Covid. Une population en mauvaise santé, ça a un coût économique énorme pour le pays, pour les entreprises, absentéisme, baisse de productivité. Et en quoi consistent exactement ces soins de santé primaire? C'est quoi l'idée? L'idée des SSP, c'est de garantir un accès équitable à un paquet de soins essentiels de qualité pour toute la population, y compris dans les zones les plus reculées. Ce sont les soins de base. Consultation, vaccination, suivi des femmes enceintes, des enfants, la prévention. C'est aussi la première ligne de défense pour détecter rapidement les épidémies, comme celle de choléra qui sévit actuellement le long du fleuve Congo. Ça cause des décès, mais aussi des pertes économiques importantes, perturbation des transports, des marchés. Financer correctement les SSP. L'OMS estime le besoin à environ 4 $ par personne et par an au Congo, ce qui est peu finalement. Et ce n'est pas juste de la charité, c'est un investissement stratégique pour avoir une main-d'œuvre en bonne santé et donc une économie plus résiliente. L'OMS essaye d'ailleurs de convaincre le patronat de soutenir l'extension de cette stratégie SSP. Elle a déjà montré des résultats positifs dans 12 districts sanitaires, touchant 700 000 personnes. On termine ce tour d'horizon avec une information très pratique, tirée de la rubrique « Bon à savoir » de la newsletter. Comment fonctionne le contrat de travail pour les étrangers au Congo? Apparemment, il y a 2 cas de figure principaux. Il faut bien les distinguer. Exactement. La première option, c'est le détachement. Dans ce cas, le salarié qui vient travailler au Congo reste juridiquement lié à son employeur dans son pays d'origine. Son contrat de travail initial est maintenu, il peut même, sous certaines conditions et pour une durée limitée, continuer à cotiser à la sécurité sociale de son pays d'origine. La durée maximale de ce détachement, c'est généralement 6 ans, mais attention, dans le cadre de la convention spécifique entre la France et le Congo, c'est seulement 1 an. Pour éviter de payer des cotisations sociales dans les 2 pays, D'accord. Et la deuxième option, c'est quoi? c'est l'expatriation au sens strict. Là, soit le salarié est recruté directement par une entreprise basée au Congo, même si elle est étrangère, soit il n'a plus de lien contractuel avec un employeur dans son pays d'origine pour cette mission spécifique. Dans ce cas, il est soumis au droit du travail congolais et au régime de sécurité sociale congolais. C'est vraiment important pour les entreprises et pour les salariés de bien comprendre la différence entre ces 2 statuts, parce que les règles juridiques et sociales qui s'appliquent ne sont pas du tout les mêmes. Bien. Si on essaie de prendre un peu d'auteur après cette exploration détaillée, grâce aux infos du Congo, qu'est-ce qui ressort de tout ça, Sam? On sent une volonté claire de renforcer les compétences, le leadership locaux. Ça, c'est net. On voit des réformes importantes lancées ou annoncées sur le plan fiscal, financier, même si leur mise en œuvre sera clé, évidemment. Bien sûr. L'intégration régionale, CMAC, Zen et le CAF, ça semble passer à une phase plus concrète, moins théorique. L'économie, elle, souffle le chaud et le froid, avec des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, comme le GNL, et d'autres qui souffrent. Mais aussi un potentiel évident dans le numérique ou le soutien aux PME. Et puis il y a cette prise de conscience de l'importance des fondamentaux, la santé pour tous, la nécessité de ramener l'informel dans le jeu économique officiel. Oui, l'image qui se dessine, c'est celle d'un pays qui essaie de bouger sur plusieurs fronts en même temps.
C'est ça. Il y a d'un côté les réformes internes qui visent à moderniser le cadre des affaires, la fiscalité, la gestion des ressources, et de l'autre, l'adaptation nécessaire aux grands cadres régionaux et continentaux, CEMAC, ZLECAf. Tout ça dans le but affiché de trouver une trajectoire de croissance qui soit plus solide, moins dépendant du seul pétrole, et qui bénéficie à plus de monde. C'est l'objectif. C'est une bonne synthèse. On voit beaucoup d'initiatives, de plans, de dialogues. C'est assez foisonnant. En effet, les sources mentionnent beaucoup d'efforts. La préparation de la loi de finances 2026, la refonte du Code des investissements, les travaux au sein de la CEMAC, le dialogue via le CNEF, les stratégies pour les PME, pour le contenu local. C'est très riche en intentions et en actions lancées. Mais si l'on regarde les défis qui persistent, ce poids énorme de l'informel qu'on a évoqué, la dépendance au pétrole qui reste une réalité malgré les discours sur la diversification, les faiblesses dans certains secteurs productifs comme l'agriculture ou la forêt, on peut se poser une question pour conclure peut-être. Quelle est la condition essentielle, celle dont on parle moins mais qui est sous-jacente à tout le reste, pour que toutes ces réformes, toutes ces initiatives aboutissent vraiment à une amélioration économique, une amélioration que les Congolais ressentiront concrètement, largement, d'ici, disons, 2030. Qu'est-ce qui doit absolument réussir pour que l'essai soit transformé? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante à garder en tête.